Et sur la première à 7h34, il faut parfois paraphraser Renaud. C'est pas l'homme qui prend la montagne, c'est la montagne qui prend l'homme. La montagne qui s'écroule parfois aussi, comme cette semaine à Bordeaux, la montagne qui dévoile des corps enfouis depuis des décennies dans les glaciers, conséquence tout cela du réchauffement climatique bien sûr. Cette montagne qui est au cœur de notre imaginaire collectif en Suisse, beaucoup d'entre nous l'ont peut-être arpentée cet été ou la rêvent déjà en attendant le prochain hiver. Toujours est-il qu'elle nous fascine, cette montagne, et nous allons tenter de comprendre pourquoi avec notre invitée du jour. Bonjour Isabelle Rabouchulet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Jusqu'à 8h, vous êtes ethnologue, vous êtes directrice du musée gruérien de Bulle. Et au fond, c'est un passage très symbolique que vous faites ce matin. Vous êtes ma dernière invitée, ma dernière interview dans ce journal du matin. Pour faire le lien avec ce qui m'occupera dès le mois de janvier prochain, la future émission que j'animerai sur la première, les dimanches en fin de journée à 17h, consacrée justement à ce thème de la montagne au sens large. Et j'ai envie de commencer par une citation d'un passage de Ramu. On ne l'a pas non plus beaucoup cité dans le journal du matin, Ramu, ces dernières années. C'est un texte que j'ai retrouvé qui était écrit à l'âge de 22 ans, qui s'appelle « Paris, note d'un Vaudois ». Donc il explique un petit peu la Suisse romande aux Parisiens. « Je venais d'un pays où la nature impose seule ses monuments au regard, et ils sont grands, ces monuments, tellement grands qu'ils ont peut-être découragé l'homme, bien qu'elle lui dise « Vois-tu mes colonnes, vois-tu mes tours et mes clochers, fais comme moi ». Et il conclut seulement c'est trop grand. Donc les montagnes sont nos monuments. Est-ce que vous êtes d'accord, Isabelle Rabouchulet ? Alors oui, je crois que les montagnes sont les monuments en Suisse. Ça imprègne notre imaginaire collectif. C'est aussi quelque chose de très emblématique qui s'est développé et qu'on a beaucoup cultivé aussi au plan politique au 19e siècle pour créer un peu une unité suisse autour des montagnes. Ça a été le réduit national pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces montagnes sont à la fois nos monuments, ce qu'on admire, mais aussi ce qui, quelque part, nous protège, sauf quand elles nous tombent dessus, comme on l'apprend ces jours. Donc on a toujours cette relation un petit peu ambiguë avec la montagne et que déjà à l'époque romantique, on a beaucoup cultivé à la fois cette montagne hideuse, avalancheuse, dangereuse, moche, comme le disaient certains visiteurs. Et puis cette montagne sur laquelle on projette nos envies de découverte, d'aller plus haut, tout ce symbolisme qui s'est beaucoup développé peut-être avec l'abbé Beauvais et les personnes qui ont célébré cette manière de monter sur la montagne pour s'approcher de la spiritualité, de la réussite personnelle ou de ce qu'on veut selon qu'on est religieux ou sportif. Il y a la montagne magique et il y a la montagne terrible. Et au fond, les événements de cette semaine à Bordeaux nous rappellent cette dichotomie-là. Bah oui, mais parce que pour être magique, il faut aussi être terrible, c'est-à-dire il faut avoir un pouvoir qui nous dépasse. Et ce pouvoir, il est forcément aussi de nous menacer, de montrer qui est le plus fort, et c'est la montagne qui le montre par moment. Mais en même temps, j'aurais envie de dire, pour moi qui suis née au-dessus de 1500 mètres, qui ai vécu mon enfance, il n'y a pas la montagne, il y a les montagnes. Quelle est votre montagne à vous ? J'aurais peut-être dû commencer par là, Isabelle. Alors moi, c'est un souvenir d'enfance, c'est qu'à l'école primaire à Montana, on devait aller dehors sur des bancs, dessiner la ligne des montagnes, écrire les noms dessus et les apprendre pour le lendemain. Et ça vous embêtait beaucoup, non ? Non, j'aimais bien, mais il y en avait énormément, parce que depuis Montana, vous en voyez quelques centaines. Donc c'était quand même pas mal de boulot en 4e primaire d'apprendre ça. Ça m'est encore utile, parce que je sais encore le nom de quelques sommets. Un salut à Romain Cliva qui est derrière la vitre, qui sera là dès lundi, qui vient de J'espère qu'il a aussi bien appris les sommets. Je crois qu'il connaît bien les sommets de la région. Cette montagne qui change. Alors ça n'existait pas au 19e siècle. On n'avait pas cette conscience-là. Bien que c'était le début du phénomène du réchauffement. On parle de 1850, non, c'était le refroidissement. etc. Il y a eu un fort refroidissement au 19e siècle. Il y a eu des grandes catastrophes. Il y a eu l'éboulement du glacier du Gietro. Et il y a eu aussi des éboulements créés par l'homme, comme par exemple celui d'Elm, où on a creusé l'ardoise et jusqu'à ce que la montagne tombe sur le village. On me dit que nous avons Jean Troyet par téléphone. Pardon de vous interrompre, Isabelle Rabouchulet, tout ça n'était évidemment pas prévu. Jean Troyet, bonjour. Oui, bonjour, c'est Simon. Ah, mais comment ? Mais vous me faites un plaisir d'être là ce matin. J'en ai les larmes aux yeux. On est en train de parler de montagne, justement. Où est-ce que vous êtes là en ce moment, Jean ? Je suis à la Foulie, à la maison. Et à 1600 mètres. À 1600 mètres. Voie dégagée, quel temps fait-il là-bas ? Qu'est-ce que vous avez sous les yeux ? Que du soleil, les montagnes qui sont en train de s'éclaircir maintenant par le soleil, et puis c'est magnifique. Votre montagne à vous, Jean Troyet, on en parle avec Isabelle Rabouchulet, vous en avez parcouru tellement jusqu'aux confins de l'Himalaya. Quelle est votre montagne à vous, Jean ? Alors, la montagne, il y en a tellement qui m'ont laissé des souvenirs immenses, surtout les souvenirs d'amitié.
Pour moi, quand je parle de montagne, je parle d'amis. Donc c'est plus l'amitié que la montagne. Mais il y en a qui m'ont marqué. Je pense en 76, quand j'étais au Fitzroy, la Patagonie, ça s'est vraiment impressionné de voir la Pampa, puis tous ces super pointes de granit au fond de la vallée couvertes d'un champignon de neige. Ça, c'était un beau décor. Et vous n'avez pas parlé d'Himalaya en l'occurrence, pourquoi ? Ah, l'Himalaya, c'est 30 ans de vie pour moi. 30 ans d'Himalaya. Justement, l'Himalaya qui m'a laissé plus marquer, c'est l'amitié. De retrouver les amis et qu'il n'y a rien à changer. Ça, c'est extraordinaire. Parce que toutes les montagnes que j'ai faites, je pense que toutes, même les voies les plus faciles, ça m'a laissé quelque chose d'extraordinaire. C'est jamais facile un 8000. Donc, je pense que les moments les plus marquants, c'est quand on a dû renoncer à cause du mauvais temps et puis qu'on n'avait pas pu vraiment toucher beaucoup la montagne. Et ça, c'est des moments plus durs que sur un sommet. Mais bon, évidemment, c'est un questionnement pas prévu. J'adore ça, Jean Troyer, c'est magnifique. Mais au fond, là, vous diriez que vos principales victoires ont été vos renoncements ? Je pense que c'est une belle victoire, oui. De savoir renoncer, c'est ce qui a permis à Erhard et moi de survivre aussi longtemps que ça, dans l'extrême. Mais je pense que pour moi, il était plus important le retour avec les amis côté arrivé à Genève, avec ceux avec qui j'étais parti, dans les siens là-bas. Et j'ai eu ce privilège pendant 30 ans de toujours rentrer avec mes amis. Vous êtes un des plus grands alpinistes du monde, j'ai envie de dire alpiniste vivant, hein, parce que Dieu sait que la proportion n'est pas toujours du côté du vivant parmi des vivants parmi les Himalayistes, et vous ne nous parlez pas d'histoire de réussite, de sommet, de technique, etc. Vous nous parlez d'histoire d'amitié. Au fond, c'est quoi, 50 ans et plus d'alpinisme, tout ça pour l'amitié, c'est ça que vous retenez, Jean Troyer, c'est magnifique. Oui, pour moi, c'est ce que je retiens. Et puis l'année passée, un ami, Seb, avait fait un film sur moi et ça c'était extraordinaire. Il avait fait 27 téléphones à des amis sans que je sache. Et puis les 27 ont dit oui, qui voulaient participer à ce film sur ma vie. Oui, je l'ai vu, il est magnifique ce film. Vous êtes dans un petit bivouac en haut. Je crois que vous connaissez notre invitée du jour, Isabelle Rabouchulet. Isabelle, vous voulez poser une question à Jean Troyer ? Bonjour, c'est vrai qu'on s'est rencontrés notamment autour de l'héritage d'Erhard Loretan. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce que vous dites et ce qui me touche, c'est que vous parlez de monter, parce qu'il faut toujours monter sur ces sommets, mais il faut aussi redescendre et retrouver les gens. Et je crois que ça, c'est une dimension qui est importante. C'est comment redescendre d'un sommet vers les autres. Jean Troyer, vous aviez toujours ça à l'esprit. Comment je vais redescendre ? Oui, ça c'est important. En sachant, disons que le métier de guide m'a beaucoup appris que la descente est plus dangereuse et plus difficile que la montée, surtout avec des clients. Donc là, j'ai l'habitude de dire de rester concentré. C'est que le moment au sommet est extraordinaire, c'est des émotions fortes, mais retenu quand même, puisqu'on sait qu'il y a encore toute la descente à faire. Et pour moi, le deuxième moment le plus beau, c'est d'arriver tout près du camp de base quand on sait que c'est fini, il n'y a plus qu'à faire encore un quart d'heure, demi-heure. C'est ce que je faisais en général quand j'arrivais vers le camp de base. Je me cachais, avant d'arriver au camp de base, je me cachais quart d'heure, demi-heure, que pour moi. Et puis surtout la nuit, j'éteignais la lumière, comme ça personne ne me voyait. Et puis je passais des moments extraordinaires, tout seul. Et puis après, je rentrais au camp de base parce qu'on savait qu'au camp de base, on avait nos amis népalais ou pakistanais ou tibétains. Et puis, on avait à boire, à manger. Puis de nouveau, un sac de couchage. Donc, les 2 ou 3 jours qu'on passait sur la montagne, c'était dur, mais on savait que le retour était exceptionnel. On parlait de spiritualité tout à l'heure liée à la montagne. Les grands disparus, Erhard Loretan, les autres, vos amis, quand vous êtes en montagne, vous êtes en communion avec eux, vous les retrouvez là-bas ? Ça m'est arrivé, disons, quand je suis en difficulté, puis je sens que c'est dur, et puis que le temps, alors je leur dis vous là-haut, hein, vous bouchez un petit peu les fesses là pour m'aider, là, c'est le moment. Là. Vous invoquez l'esprit d'Erhard. Entre autres, Erhard, Pierre-Alain Steiner, oui. Seb, Sébastien, plein d'amis que j'ai rencontrés, quoi. C'est une grande émotion de vous avoir, Jean Troyer. J'ai envie de prendre rendez-vous avec vous dès janvier 2018. Vous savez qu'il va y avoir une émission autour de la montagne, sur la première à 17h. Donc je peux déjà vous booker aujourd'hui. C'est possible, vous serez là à partir de janvier ? Oui. Magnifique. Là, Et puis un mot sur vos projets. Vous en avez quelques-uns, je crois ? Oui, l'année prochaine, c'est l'Antarctique.
faire 4000 km en direction du pôle Sud et revenir. Donc un aller-retour vers le pôle Sud depuis la station belge de Princesse Elisabeth. 4000 km sur le pôle Sud. Novembre-décembre l'année prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite bonne préparation de projet. Merci infiniment d'avoir été là, Jean Troyer. Avec plaisir, et puis bonne fin de journée et d'émission alors. Et bonne journée du côté du Val Ferret, qui est un endroit si magnifique. Merci. Isabelle Rabouchul, bon voilà, c'est beaucoup d'émotions. Là, on parlait de technique, de spiritualité, d'amitié. C'est tout ça à la fois, la montagne. On a cette montagne qui change sous nos yeux. Vous parliez d'imaginaire et de représentation politique aussi. D'ailleurs, on peut se poser la question de notre rapport à la montagne, est-ce qu'il n'est pas parfois un peu inventé par certains courants politiques? Bien sûr qu'il est très construit. Il est très construit. Est-ce que ce rapport, cette identité-là est en train de changer parce que justement le territoire alpin change, les glaciers qui fondent, les montagnes qui s'effondrent, le tourisme qui doit changer aussi de paradigme? On va devoir, cette identité-là va changer pour nous? Elle va changer, mais en fait le changement fait partie de la montagne. Et quelque part on projette aussi une identité forte sur la montagne parce que c'est le lieu de la nostalgie et de cette impression de paradis perdu. Donc ça va que se renforcer avec l'impression des glaciers qui ont disparu et de certains lieux qui seront peut-être inhabitables. On va pouvoir rester un peu sur cette nostalgie d'avoir perdu quelque chose en montagne. Comme ça a été dans tout le XXe siècle, beaucoup de populations a émigré et a gardé cette impression d'avoir perdu la maison familiale, le Mayen, le lieu où on se retrouvait, les plaisirs d'enfance à la montagne, en ayant aussi oublié tout ce que la montagne a été rude pour les populations et les a conduits souvent à chercher autre chose. Est-ce qu'il y a un retour, est-ce qu'on va observer un retour à ce qu'on a connu il y a quelques siècles, cette montagne qui effrayait tant les artistes qui la peignaient, qui la décrivaient, qui osaient à peine la franchir au pied des glaciers, puis après peu à peu on est monté sur les glaciers, puis après sur les cimes, mais c'était une terre incognita, une terre infréquentable. Est-ce qu'elle va, par certains endroits, redevenir infréquentable, cette montagne qui s'éboule, cette montagne qui fond et qui devient dangereuse du coup? Alors certainement qu'il y a des dangers comme il y en a toujours eu, ils vont se déplacer. Il y a aussi des lieux qui vont peut-être devenir plus habitables à cause du réchauffement climatique, ça peut aussi arriver. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, cette montagne, elle va continuer d'être un lieu qu'on regarde, qu'on examine, parce qu'elle est l'endroit où on voit les changements. Les changements climatiques, mais aussi les changements sociaux, les changements économiques se répercutent toujours très très fort sur la montagne. Elle s'urbanise beaucoup. On a l'impression qu'elle est stable et en fait elle change complètement. Elle s'urbanise, elle se motorise, les habitudes changent, la manière d'y vivre change aussi de manière très rapide. Donc c'est un peu un laboratoire de ce qui se passe dans notre société. Quelque part j'aurais envie de dire, on a un hymne national qui commence par sur nos monts, oui. Mais on regarde de plus en plus depuis en bas, on devrait peut-être dire sous nos monts. Pour commencer, parce qu'en fait, la population est de plus en plus urbaine et regarde ça depuis un mode de vie qui n'est pas celui hérité des siècles par la vie des montagnards qui y ont habité. Et je dirais ce que la montagne risque peut-être plutôt, c'est aussi l'oubli et le fait de n'être plus considérée pour ce qu'elle a apporté dans ce qu'elle avait de culturel, parce que ça a été beaucoup kitschisé. Bernard Crétal l'a beaucoup dit, on a beaucoup joué avec ça, on a joué avec les images de Racard, les vaches en bois et tout ce symbolisme qui finit par décorer des rideaux dans les chalets. Et on est en train de plus vraiment s'intéresser à la vie des gens dans la montagne, et je crois que c'est là aussi le grand risque pour la montagne, c'est de s'intéresser aux gens qui y vivent et comment ils y vivent. On l'a beaucoup kitschisé effectivement, et là on opère sur le plan économique, touristique et politique aussi, parce qu'il y a des décisions à devoir prendre, un renversement entre le tourisme d'été et le tourisme d'hiver. Le ski, on pourra en faire beaucoup moins, surtout à moyenne altitude. Quelle est l'image qu'on va devoir vendre dans les prochaines décennies? Au fond, cette montagne magique recouverte d'un blanc manteau pendant l'hiver, elle est en train de disparaître sous nos yeux. Quelle image on va réinventer? Alors, ce qu'on voit qui change notamment dans le tourisme, c'est que longtemps, le tourisme d'hiver a été un tourisme pionnier avec des remontées mécaniques, avec des nouveautés, avec tout le temps des nouveautés dans le ski, le surf, l'habillement, tourisme les sports, ça, ouais. Conquérant, mais aussi porteur de nouveautés technologiques. Alors que l'été, c'était, on va regarder les Mayens, la fabrication du fromage, plutôt tourné dans un regard sur le passé. Et ça, c'est pas sûr que ça continue d'intéresser un public suffisant qui va chercher autre chose dans la montagne, un ressourcement, du sport. Mais
l'été, qu'est-ce qu'on va leur proposer, si ce n'est des visites de fromagerie C'est un peu inventé, parce que ces fromageries, elles doivent aussi continuer à exister. C'est un savoir-faire qui disparaît. C'est un savoir-faire qui est menacé par la pression économique. Et je crois que c'est important de se dire qu'en Suisse, on a encore la capacité de fabriquer du fromage au lait cru en montagne, ce qui devient presque unique en Europe. Mais en même temps, c'est pas la seule chose qui va réussir à intéresser les touristes. Il y a notamment la culture qui doit prendre plus de place. On voit que des musées se développent, mais peinent, à Crans-Montana, mais on voit qu'à Saint-Moritz, Sackstad, c'est pareil. On n'a pas encore vraiment investi dans une vie culturelle suffisamment intéressante, alors que le public se tourne de plus en plus vers les villes, va visiter davantage les villes. C'est déjà le cas en Suisse, où il y a plus de nuitées en ville que dans les stations de montagne. Donc c'est le rapport à la ville et à la montagne qui continue de nous interroger, cette tension. Et ça, c'est inhérent à la montagne. Il y a le bas et le haut. On a toujours considéré que la ville était en bas et que la montagne, l'air pur, était en haut. C'est des choses qui commencent à se mettre un peu sur la même altitude. Et cette tension, on va devoir la vivre différemment, mais ça reste une tension. Est-ce que la montagne ou une partie de la montagne peut devenir une banlieue de la ville ? Alors, c'est déjà en partie le cas. Certains endroits, certaines communes, vous entendez certaines communes qui sollicitent que les gens qui ont des résidences secondaires viennent y déposer leurs papiers pour être pendulaires, pour venir travailler jusque sur l'arc lémanique. C'est en partie déjà le cas. Oui, par exemple, on peut penser au PACO, en dessus de Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg. Alors oui, par exemple. Voilà, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Il y a les PACO, il y a les Mayens de Saviès, qui étaient des lieux où on se rendait temporairement, soit l'été pour des raisons agricoles, soit pour les vacances, soit pour le ski, qui deviennent des lieux de résidence permanente. Et ça change parce que quand on habite de manière permanente, on a d'autres exigences, ne serait-ce que la scolarité, ne serait-ce que la voirie, que lorsqu'on va simplement apprécier un chalet isolé pour le ski. Donc là, on voit une urbanisation qui est assez rapide de ces lieux, pour autant qu'ils soient plus proches des centres urbains, ce qui n'est pas le cas de Font-de-Vallée, de Bondo, ni de Gondo en Valais, qui eux sont plutôt soumis au fait que la population risque de devoir s'en aller ou s'en va. Oui, donc on va devoir ces prochaines années, ces prochaines décennies, Isabelle Rabouchuelet, s'engouffrer dans cette tension entre trouver cet équilibre entre l'attrait de la montagne magique, la montagne fantasmée, spirituelle, etc., et ce qu'elle est en train de devenir aussi un peu urbanisée avec tous les problèmes y afférents. On va évoluer dans ce paradoxe, dans cette espèce de tension. Est-ce qu'on pourra trouver l'équilibre ? La première question va se poser jusqu'où on est d'accord de payer pour faire des ouvrages de protection, pour avoir un service postal dans les fonds de vallée, pour permettre aux gens d'avoir Internet, etc. Et là, il y a une question qui est politique et qui va se poser jusqu'où la majorité de la population qui vit en plaine et dans les montagnes basses va être d'accord de payer pour que des gens puissent continuer d'habiter là où ils sont attachés et les accueillir quand eux ont envie d'y aller pour se ressourcer. Quel est votre pronostic, justement, parce que des services disparaissent en montagne et en ville aussi, d'ailleurs, vous parliez du service postal, au fond, on n'est pas vraiment en train de regagner ces territoires, donc vision plutôt pessimiste là ? Mais pas forcément, puis là je vais prendre un cliché, c'est que les montagnards et les gens qui y habitent et qui sont originaires de certains endroits, il y a toujours un reste de gens qui y sont extrêmement attachés et qui vont se battre. Des montagnards, oui. Oui. Vous pouvez imaginer une Suisse sans glaciers sublimes, sans ski l'hiver, sans tous ces clichés dont vous avez dit que certains étaient kitsch, mais est-ce qu'on peut imaginer ça ? Il faut construire un autre imaginaire, parce qu'on pourra moins recourir à cet imaginaire-là. Or, on vit déjà, pour la plupart d'entre nous et la plupart du temps, sans s'en préoccuper. Donc, on peut vivre sans, mais on aura besoin d'un réservoir d'images dans lesquelles puiser de quoi fédérer l'identité suisse comme elle l'a fait au XXe siècle, et ça, c'est à inventer. Heureusement, peut-être. Mais c'est aussi un paradoxe. Il va falloir un peu protéger cette montagne, y compris de ces éboulements, de tout ce qui est en train d'arriver sur le plan climatologique, géologique, et en même temps, certaines espèces, on ne veut pas les protéger, le loup et d'autres. On est constamment dans le paradoxe. Oui, on est dans le paradoxe, mais dans la montagne, on est toujours dans la vue, parce que c'est les espèces, c'est les grands mammifères, c'est les grands prédateurs, c'est ce qu'on voit, c'est les montagnes qui tombent. On apprécie aussi d'avoir du panorama, de voir. La question de la protection des espèces, elle se passe aussi pour des insectes tout à fait anodins que peu de gens connaissent et qui disparaissent à la vitesse grand V aussi dans le reste du territoire suisse. Donc la montagne, on est toujours un peu la partie émergée, la partie la plus visible, mais de phénomènes qui nous touchent tous et partout. Et je retiens le mot, c'est un petit laboratoire de la Suisse, y compris des problématiques urbaines. Isabelle Rabouchuelet, moi aussi j'ai envie de prendre rendez-vous avec vous dès janvier 2018 pour cette émission. Vous serez là.
On y sera. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Je vois arriver quelques éminents collègues. Notre rédacteur en chef Laurent Caspary, Éric Guevara-Frey. Bonjour, vous êtes là un peu plus tôt que d'habitude. Hein. Bah oui, Simon, bonjour. Parce qu'on n'allait pas, après 13 ans, vous laisser partir comme ça. Vous l'imaginez bien, Simon. Alors, il faut que vous lâchiez le contrôle pendant les 3 prochaines minutes, 4-5 prochaines minutes. Ça va être difficile, mais je vais essayer. Vous pourrez le reprendre, le contrôle. Si on termine en retard, ce ne sera pas de ma faute cette fois. Non, mais tout le monde est là, toute la direction est là. Tout ça est validé, vous inquiétez pas. Je salue Gilles Marchand, Pierre-François Chaton aussi. Direction de la Pascal SSR, Critin, de la RTS. Oh mon Dieu. Bah oui. Il n'y a jamais eu autant de monde autour du studio. Il n'y a jamais eu autant de monde dans la régie, Simon. Tous les auditeurs aussi, on reçoit des mails, hein. Ce matin on en reçoit des messages de reconnaissance, de félicitations, des remerciements. Ça montre à quel point vous comptez pour tous ces gens que vous avez accompagnés au réveil pendant toutes ces années, à la fois depuis nos studios ici à Lausanne, aussi de Berne, de Lugano, de Tokyo, partout là où l'actualité le commandait, tous les collègues, je l'ai dit aussi. Je me permets juste un petit mot personnel pour te dire Simon, que travailler à tes côtés, ça a été un immense privilège, un grand plaisir et une école aussi. Alors voilà, on peut évidemment pas résumer, c'est quoi, 3000 matinales ? Je sais pas compter, mais ça fait beaucoup de café en tout cas. Ça fait beaucoup de café, 17 000 je crois. On peut pas résumer ça en 1 minute, mais voilà un petit survol quand même préparé par Déborah Solbank. Arrêt sur info, on part de l'autre côté de la Sarine où les jeunes alémaniques ne savent plus, paraît-il, parler le bon allemand. 6h55, c'est Éco Matin, nous retrouvons Pascal Bénard. Dans quelle direction est-ce qu'on va ce matin ? En direction de Villeneuve. Radio Trabant. 3e jour de notre préparation spéciale le long de l'ancien rideau de fer. Après Bucarest, après Sofia, nous retrouvons en direct de Belgrade toute notre équipe avec en tête Gaëtan Vanet. C'est donc le goût des autres avec vous, Pierre-Étienne Joie. Bonjour. Bonjour. On a la patate ce matin. Radio Publique, un numéro de téléphone 021 318 16 16. Si l'on en parle, c'est à la suite d'une proposition qu'on fait hier Avenir Suisse et Économie Suisse. Une dame est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Corpus. Bonjour Virginie Mater. Bonjour Simon. Dernier épisode de la série consacrée à la fin de la mort. On a bien compris que c'était pas pour tout de suite, heureusement, peut-être. Chronique d'Égine, cette petite île au large d'Athènes. On rejoint tout de suite l'équipe de la radio suisse romande qui a investi l'île. On vous retrouve, Romaine Morard, vous êtes en direct avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Tout va bien, il fait beau ? Impeccable, grand soleil, la mer, splendide. Le journal du matin, Simon Matet-Doré. Ça en fait des expériences. Vous vous souvenez de tout ça ? Oui, mais c'est des jingles qu'on oublie, c'est fantastique. J'ai l'impression que c'est déjà de la préhistoire. Je suis tellement ému. Bon, bah alors, je passe la parole à notre rédacteur en chef de l'actualité radio à la RTS, Laurent Caspary. Bonjour Simon. Bonjour Laurent. Bah voilà, on y est Simon, ça fait quelques mois qu'on discute de ce moment, effectivement. Laissez-moi, le temps court, donc je regarde aussi l'horloge. On peut déborder, non ? Normalement, on ne devrait pas pouvoir déborder, mais on va essayer d'aller en tout cas jusqu'au bout, Simon. Effectivement, ça fait un moment qu'on parle de ce moment-là. Simon, laissez-moi vous dire officiellement au nom de la rédaction chef, mais de toute la rédaction, évidemment, de vous dire tout simplement merci. Avec votre exceptionnelle longévité dans un poste aussi exigeant que celui-ci, je crois qu'on peut le dire, que vous avez écrit une très jolie page, une belle page de l'histoire de cette rédaction, mais de cette chaîne, la première, pour nos auditeurs qui nous écoutent. Et puis surtout, Simon, vous dire surtout bonne chance, bon vent, comme disent les marins, pour la suite. On l'aura compris, je crois que c'est une émission consacrée à la montagne. Alors, laissez-moi vous offrir, Simon, 2 objets. Voilà, j'ai mon petit sachet. C'est du bruit. Alors, pour ceux qui n'ont pas la caméra, il y a un petit sac. Voilà, et puis je sors un piolet. Magnifique. Un piolet, et puis un bonnet, parce qu'il en faut toujours à la montagne. J'y connais rien, mais je crois que c'est du bon matériel, Simon. Ça a l'air, ouais. Et vous savez que le mien a été cassé dans une chute il y a 2 ans, et j'en ai plus. Et je l'ai encore lu ce matin dans la presse, dans 24 heures. Simon, lorsque vous gratterez la glace et lorsque vous gratterez la roche avec ce piolet, vous penserez, j'espère, encore un peu à nous. Bon vent. La grande classe, Laurent Caspary et tous les autres, je vous remercie infiniment. Voilà, ils sont tous là derrière la vitre, Gilles Marchand, Pierre-François Chaton, Pascal Critin, c'est tous les chefs, tous les grands directeurs de la SSR, de la RTS, de l'actualité. J'ai envie de vous remercier tous aussi. Eric, Caroline Dumoulin, Caro, tu étais derrière la vitre. Combien de matinales ? Des milliers aussi. J'ai envie de t'embrasser. On va le faire plus tard. Fabrice Araldi, à toute la famille derrière aussi. Ça fait un peu cérémonie des Césars, pardon, mais
Voilà, c'est comme ça, j'ai le droit de le faire aujourd'hui. Remercie aussi vous toutes, auditrices et auditeurs. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu tenir le coup par vos messages qui n'étaient pas toujours très agréables parfois, mais très souvent pertinents, qui m'ont permis de progresser dans tous les sens du terme. À toutes ces équipes, à tous ceux qui ont produit le Journal du Matin, parce que nous sommes ici la partie visible de l'iceberg, mais c'est un travail considérable en coulisses, des gens qui font des canevas, qui bookent des invités, qui travaillent toute la journée jusqu'à tard le soir et tard dans la nuit pour préparer ce journal. Il y a trop de noms, je ne peux pas tous les mentionner. J'ai envie d'embrasser aussi tous ces gens-là qui ont fait de ce Journal du Matin, et qui va le rester, j'en suis sûr, un rendez-vous incontournable dans le paysage médiatique roman. Laurent Caspary, vous n'allez pas me contredire. C'est un mot que j'utilise avec parcimonie, mais j'ai envie de le dire, je suis extrêmement fier d'avoir été un membre de cette rédaction, qui est une excellente rédaction, et c'est aussi grâce à vous toutes et à vous tous. Et là, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer. Beaucoup d'émotions. C'est 20 ans passés à commenter l'actualité tous les matins, 13 ans et 8 mois à faire ce Journal du Matin. Ouais, c'était une fierté, c'était un plaisir, et je vais essayer de rester dans les temps. Rendez-vous, oui, en janvier 2018 à 17h en direct sur La Première pour une émission consacrée à la montagne. Je vais tout de suite prendre mon piolet qui est jaune, je vais en avoir besoin dès la semaine prochaine. Et cette émission n'a pas encore de titre, mais on le communiquera en temps voulu. Je vous embrasse tous. Trafic, ça va pas être possible, je crois. On va essayer de réagir en montagnard. Allez, la voix continue quelques instants. Infotrafic RTS. On roule pour l'heure sans difficulté particulière sur les principaux axes du réseau routier roman. Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS. Allez, mis à part quelques grisailles en tout début de matinée sur le plateau, la journée sera bien ensoleillée et estivale avec des températures qui atteindront 29 à 31 degrés au meilleur de la journée. Quelques nuages traverseront nos régions cet après-midi et des cumulus, et c'est complètement surréaliste, donneront localement une averse ou un orage samedi et dimanche. Le temps sera encore assez ensoleillé et chaud avec des maxima compris entre 29 et 32, un risque d'orage isolé principalement en montagne. La météo avec Café Kikodoro et son magasin en ligne kikodoro.com. Et du coup, Eric, j'ai oublié de vous demander de quoi vous allez nous parler dans 10 minutes. On va parler de plein de choses très intéressantes. Vous inquiétez pas pour ça. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. J'ai essayé de rester professionnel. Vous l'avez été jusqu'à la dernière seconde. Je vous laisse encore lancer le journal. Eh ben, c'est le journal à 8h01. Bah oui, il faut garder les mauvaises habitudes. Un peu de retard. Marielle Savoie, c'est à vous. Les Allemands votent dans tout juste un mois. Angela Merkel est l'immense favorite à sa succession et face à elle, le sociodémocrate Martin Schulz multiplie les efforts. Il vient d'entamer une tournée dans le bastion de sa famille politique, le foyer industriel de la Ruhr. La bonne santé de l'euro ne fait pas que des heureux. L'Italie pourrait en être la victime, elle qui tente péniblement de redresser son économie. Ce renchérissement de la monnaie européenne risque de lui rendre la tâche difficile. Et ces poursuites judiciaires aux États-Unis à l'encontre de TEPCO, l'opérateur de la centrale nucléaire Fukushima. 157 Américains disent avoir été irradiés lors d'opérations de secours en marge de l'accident nucléaire en 2011. Ils demandent des indemnisations à hauteur de 5 milliards de dollars.